Excellent réveil à tous, merci d'être là ce matin. Nous sommes ravis d'être avec vous et de vous parler de nos richesses patrimoniales essentiellement dans cette émission, puisque nos invités sont des spécialistes et des experts en la matière, notamment Madame Louisa Galaise, qui elle est chercheure au CNRPH et elle a consacré toute sa carrière au patrimoine immatériel algérien. Elle, en qualité notamment de membre d'un réseau mondial des experts africains de l'UNESCO, va nous parler de Yenneir avec bien sûr ce qu'il faut comme ingrédient pour justement placer les choses en ce 21e siècle. Alors aujourd'hui, nous évoquerons ces Yenneir avec les invités de Amina Ziri, qui reçoit plusieurs artistes, notamment M. Kamel Cherchar, Boualem Bouqassem et puis Mohamed Dilmi, entre autres. Nous aurons le plaisir aussi de parler du patrimoine et de son classement à l'UNESCO avec un autre invité. Il s'agit en l'occurrence de Mohamed Chellali, il est membre d'une association Rawnaq Al-Nabi, en l'occurrence il est membre fondateur de cette association qui veille au grain par rapport au patrimoine à l'est du pays. Et puis bien sûr, on le sait très bien, le dossier de classement a justement fait le buzz la semaine écoulée concernant la tenue de cérémonie de mariage à l'est du pays, dans le Grand Est, donc le Melhfa, le Gandoura, entre autres. Et puis, nous en parlerons avec de plus amples détails avec Mohamed Chellali, qui, lui, a consacré également toute une carrière à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine. Voilà qui est dit par rapport à ce volet lié au patrimoine. On reste toujours dans l'idée du patrimoine, mais cette fois-ci, patrimoine cinématographique. Et ce sera avec Samira Hadj Ammar qui s'intéresse à un personnage en particulier. C'est le poète de la Kasbah, il est surnommé ainsi, il a plusieurs facettes. Il s'agit de Brahim Himoud, alias Momo, le poète, dont nous parlera Samira Hadj Ammar dans cette matinée. J'espère que ces thèmes vous intéresseront. En tout cas, on sera ravis de vous donner le meilleur concernant ces thématiques retenues par notre rédaction, notamment notre rédacteur en chef Yazid qui est en coulisses et qu'on salue. Alors tout de suite, sans plus tarder, on démarre ce magazine avec un point météo. Il est signé Amal Laribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien, oui. Le sourire est toujours là parce qu'il y a eu quand même des petites ondées. On ne peut pas parler de pluie, n'est-ce pas? Exactement. Mais pour aujourd'hui, ça sera de la pluie. Ah! On est sous vigilance orange, donc ça va. Très bien, donc il va bien pleuvoir. Inch'Allah, j'espère. Mon parapluie est dans mon sac, je suis ravie. Voilà. Donc tout ça vaut parapluie. En tout cas, voilà, n'oubliez pas ce petit accessoire ô combien précieux quand il pleut. En tout cas, il ne fait pas très froid, donc cette pluie ne nous gênera pas en général. Ouais, non. Mais elle fera plaisir aux agriculteurs. Franchement, oui, c'est le moment. Voilà, j'ai beaucoup palabré. Je vous laisse quand même nous dire ce qu'il en est des nouvelles du ciel, Amel. Allez-y. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien, bonne nouvelle pour aujourd'hui. Météo Algérie prévoit un ciel souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Ces nuages vont donner quelques pluies par endroits sur les régions de l'ouest. Par contre, près des côtes centre et est, eh bien, on aura un temps nuageux, froid, avec des pluies sous forme d'averses orageuses et même parfois localement assez fréquentes, ces pluies durant la journée. Et à noter des vents forts sur les régions centre et ouest qui peuvent atteindre parfois les 60 km/h. Et à noter aussi quelques flocons de neige, et oui, sur les sommets du centre et l'est, et à des altitudes qui varient entre 1100 et 1200 mètres durant cette journée. Donc, c'est une situation bien équilibrée durant cet après-midi. Donc, bonne nouvelle, on aura de la pluie pour aujourd'hui. La moitié sud, excepté des passages nuageux du Nord Sahara vers les Oasis, c'est un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le Égale et Tassili. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter des soulèvements de sable vers le Nord Sahara et le Sahara central. L'après-midi, avec l'arrivée de la neige et de la pluie, eh bien, les températures accuseront une baisse sensible durant cet après-midi.
4 degrés seulement à Al-Bayad, également Batna, 5 Djelfa, Constantine, Sétif, 8 à Tiaret, 10 degrés à Galma, 11 à Tizi Ouzou, 12 à Alger à Naba, 15 degrés à Oran, 16 à Tlemcen. Au sud également une baisse sensible sur pratiquement tout le nord du Sahara, 14 à Gardaya, 15 à Béchar, 16 à Biskra, 23 degrés à Tindou, 22 Tamanrasset, Insalah, Ilizi, 20 degrés à Drar et Janet, 26 à Ingezem et 27 degrés le maximum à Bodj Bedjourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur les côtes centre et est, agitée sur les côtes ouest, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur les côtes centre et 40 km/h sur les côtes ouest et est. Les vents sont de secteur est sur les côtes ouest et est à nord-est sur les côtes centre et nord à nord-ouest sur les côtes est. Et on termine ce avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h53. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup. C'est moi. Passez une excellente journée. Merci Radia, bonne journée également. Si vous avez une petite pensée à votre mère, c'est le moment parce que voilà, on démarre cette émission avec une belle chanson dédiée aux mamans. Donc un petit mot pour maman. Ah ben, on l'aime. Bah, maman, je t'aime aussi. Et donc voilà, c'est un hymne à la maman, c'est signé Mokshaï, je sais pas.
Saïb, une chanson qui nous pousse aussi à avoir une pensée pieuse à toutes les mamans qui souffrent en Palestine également. Alors, on va parler essentiellement de patrimoine dans cette émission et pour commencer, un premier invité s'est installé. Il s'agit de M. Mohamed Chellali. Il est membre fondateur de l'association Rawdaq Al-Annabi et il a versé toute une carrière à la recherche dans le domaine du patrimoine. Bienvenue M. Chellali. Merci, bonjour, merci pour l'invitation. On est ravis de vous avoir parmi nous, ravis de retrouver également Samira Hadjama qui est une passionnée du patrimoine, de l'histoire de notre pays et qui, dans sa rubrique Écume et patrimoine, dépoussière aussi des archives pour nous et nous permet justement de découvrir des bijoux. Un poète aujourd'hui. Un poète. Oui, Momo, Himoud. Voilà, le poète Himoud de la Brahim, Kasbah par excellence. Oui. Donc, Himoud Brahim. On va déroger peut-être à la tradition de commencer par les dames. Ah, par moi? Non, non, on va déroger. Ah, d'accord, ok. On va commencer par M. Chellali ce matin. M. Chellali, comme beaucoup de chercheurs, vous avez contribué par votre expertise, par votre expérience à enrichir les dossiers liés à ce patrimoine qui est actuellement classé par étapes. Tout récemment, bien sûr, l'événement phare, ce fut la semaine dernière, cette semaine consacrée à la célébration du classement du costume de cérémonie du Grand Est algérien, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça fait 10 ans qu'on est en train de participer dans ce genre d'événements culturels. On a commencé avec l'association Rawdaq Al-Annabi. C'était notre premier événement en 2014 au musée des ATP. On a exposé tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel à travers des conférences. On a exposé aussi une collection de vêtements et de costumes citadins de la région de Annaba. Tout à fait. Et j'ai continué à exposer ce vêtement à travers des conférences, à travers des expositions. Récemment, dans le cadre de cette semaine festive, j'ai exposé dans le Bastion 23 une collection de Gandora, de Qfaten, d'anciens caftans de la région de Annaba, des Gondoura de la région de Constantine, de Annaba aussi. Et j'ai présenté plusieurs... Ils sont très beaux, ces costumes. Oui. Ils sont d'une grande élégance, d'un grand raffinement aussi. D'un grand raffinement. On voit le costume phare, c'est le Gandora qui est brodé en fil d'or. Tout à fait. On la retrouve à Annaba brodé en fil d'or de Fetla. À Constantine, on la retrouve brodée en fil d'or de Mejboud, qui est un fil très fin. Et ce n'est pas seulement un costume, mais une simple broderie, non. C'est un costume qui nous mène à fouiner dedans, parce qu'il a toute une symbolique. Oui, une symbolique. C'est une fois porté, on veut dire plusieurs choses en portant ce costume à travers ses broderies, ses motifs. On retrouve des motifs floraux, géométriques. Et avant, la mariée ne portait pas un motif animal. On l'a retrouvé après, elle portait un motif animal avec le mejboud. On retrouve le oiseau. Oui, le pan. Le pan, oui. C'était le pan, mais avant, il y avait le petit oiseau et beaucoup plus, c'est des motifs floraux. Oui, absolument. Oui, qui ont relation aussi avec la terre. On retrouve Trigl Sha'ir, l'orge, Trigl Anab, le raisin. Et tout ça, c'est une symbolique de fertilité et de relation de l'Algérien avec sa terre. Avec Samira, dernièrement, on avait parlé de la tenue de cérémonie donc, de l'Est algérien, notamment le Gandora. Shiddat Annaba, on en a parlé. Et Dlela, voilà, comme vous le dites, Annaba. Et on avait parlé de la valeur sociétale qu'a le rôle que joue le mashta aussi. Oui. Et donc, vous aussi, vous étiez passé sur ce même plateau avec une vraiment mashta parmi les plus anciennes de Annaba. Oui, parce que le mashta, elle n'a pas un rôle vraiment seulement le jour du mariage, non, elle accompagne la mariée avant et après le mariage. Et même avant, il y avait pour les filles qui n'avaient pas de famille ou qui étaient pauvres, et il y avait des mashtats
كيف يقولوا يفرحوا البنات هذا. Voilà, donc Alors, elles offrent les costumes, les oui, bijoux. elles offraient des costumes pour faire باش يفرحوا ces filles-là. Aussi, il y avait une tradition chez les anciennes familles. Ils donnaient leurs costumes pour ces mashtat et comme waqf. Très bien. يقول لهم باش تفرحوا بهم البنات اللي ما عندهمش. Ça, c'est une belle tradition. Et En ouais. tout cas, nous avons un reportage justement qui revient sur cette semaine consacrée à ce costume traditionnel algérien à travers l'ensemble du pays, surtout les régions du nord. On a vu le nord, mais surtout l'est algérien. On a vu justement plusieurs manifestations culturelles dédiées justement à mettre en valeur ce costume. Il n'y a pas que le gandoura, la nabia. On va voir qu'il y a aussi le melhfa, il y a le kaftan, et c'est Lamia Boudbouda qui nous le dit. En velours ou en satin, brodé de motifs floraux ou animaliers à l'aide de techniques de broderie telles que le fil d'or et le perlage. La gandoura témoigne d'un savoir-faire artisanal qu'ont hérité les femmes algériennes de leurs ancêtres. La gandoura est en fait sous toutes les coutures au bastion 23. بمناسبة الاحتفال بتصنيف اللباس النسوي للشرق الجزائري، هذا المعرض يتضمن العديد من الألبسة المتمثلة في القندورة والملحفة وأغلبية اللباس النسوي للشرق الجزائري، أين احتضينا بهذا المعرض الذي سيدوم من 5 إلى 12 جانفي. El melhfa, vêtement large et drapé, soutenu sur les épaules par 2 broches en argent. La taille est soulignée par une longue ceinture en laine teintée. Des costumes portés lors des mariages ou des fêtes religieuses et qui témoignent de l'élégance et du raffinement de la femme algérienne. On a ramené plusieurs types de gandora, des gandora en fetla et mejboud sur du velours, et principalement le velours de Gênes qu'on appelle génois ou qatifet génois, et des gandoura en soie. Aussi, on a ramené des caftans, des anciens caftans de la région de l'Est et de Annaba. Comme celui-là, c'est un caftan qui date de 1895. On l'appelle le farmla à Annaba avant. Il est vraiment chargé et brodé en fil d'or de fetla et de mejboud. Gandoura ou melhfa sont complétés par des parures de bijoux spécifiques tels que le khalkhal, le rdif, le skhab ou l'assaba. Je peux exprimer vraiment mon total ravissement. C'est des tenues d'une grande élégance et en fait qui ramènent beaucoup de souvenirs, le souvenir des parents, des grands-parents aussi. Tous ces modèles dénotent de l'habileté et le savoir-faire de toutes ces personnes, c'est-à-dire qu'il y a une culture, un apprentissage, il y a aussi, on appelle ça, une éducation. Un savoir-faire artisanal transmis soit par des centres de formation, institutions privées ou au sein des familles. احنا من جد سما الابن الاب سما كامل رانا فيها مام لا ميزون عزي سما كنا عندنا شراكيه مع سونتر دو فورماسيون سما كونا 300 سما 300 طالب. Cette panoplie de costumes féminins traditionnels témoigne de la richesse du patrimoine culturel algérien. Majestueuse, vraiment. C'est vraiment des tenues باينين كانوا يلبسوهم غير ما شاء الله يعني هاد لي tenues يعني elles sont dans leur élément et toujours la jeunesse لازم elle doit être attirée par la culture ديالهم ou il faut qu'ils s'intéressent mais on commence à perdre l'art تاع الطرز. Mais franchement, je crois que c'est le moment, le grand moment pour commencer à s'intéresser à نطوروا هذا المجال تاع جدودنا. Faut pas qu'on oublie. Des tenues confectionnées
confectionnés avec passion et doigté, dans le respect des traditions anciennes de broderie, constituant ainsi un pan de notre identité et patrimoine culturel, un héritage à conserver jalousement. Le respect de la tradition, c'est vraiment ce qui caractérise notre invité. M. Chelali est parmi nous. Il voue un grand respect à cet héritage ancestral et il veille à ce que ce soit transmis, à ce que ce soit bien valorisé. En tout cas, vous êtes très sollicité depuis quelques jours. Oui. Vous revenez de Constantine après cette belle exposition qu'on vient de voir à Alger. Donc, vous avez beaucoup bougé cette semaine. On a participé hier à Constantine, au palais d'Ahmed Bey, avec une conférence sur le rite du mariage. Avant-hier, c'était à Sétif. Oui. J'ai parlé du costume de Dlala, les symboliques et les significations. J'ai participé aussi aux ATP. J'ai parlé des bijoux qui constituent les ATP, c'est le musée des arts et traditions populaires d'Alger. Qui sont au niveau de la citadelle maintenant. Parce que le palais est en restauration. J'ai participé aussi au Bastion 23. J'ai parlé sur tout ce qui est broderie et type de broderie dans le costume de l'Est algérien. Très bien. Donc ça reste un héritage très authentique. Cette gandoura, cette melhfa, elles ont été conservées en tout cas, même s'il y a eu des créations, vraiment, de modernisation de ce costume, mais il a conservé quand même son essence. Oui, la femme algérienne a très bien conservé son costume. Et on voit que ce costume a évolué aussi à travers des périodes. Et ça continue à évoluer, à exister aussi. Et des fois, même s'il y a des modifications, on retourne des fois aux motifs, aux anciens motifs, aux anciennes conceptions de ce costume. Alors, c'est l'intérêt d'inscrire ce costume je sais que au niveau de l'UNESCO. Pour le mariage de ma sœur, on s'est rendu dans un musée, il me semble, pour essayer de se rapprocher des motifs les plus anciens. Les deux, le bardeau à l'époque, voilà. Et donc, c'était pas mal, hein, parce que c'est vrai que c'est là qu'on retrouve les plus beaux motifs et les plus fins. Même les familles conservent beaucoup de collections qui sont vraiment très bien conservées et qui datent de plus de 100 ans. Et c'est des preuves matérielles que cette profession de cette tradition plutôt de costumes brodés existait depuis des siècles en Algérie. Même on était avec Dr Sarraj qui a présenté une très intéressante conférence. Elle nous a donné une approche historique du costume de la femme algérienne depuis la préhistoire. Oui, notre ami Samira vous disait tout à l'heure que ça c'est des motifs uniques. Et on retrouve que le type de cette gandora était comme robe. On les trouve dans les stèles et ça a continué. On la retrouve aussi dans le blousa de l'Ouest, le blousa du centre, le peignoir de Stif. Mais je dis que le gandoura dans l'Est a évolué avec ses broderies de fil d'or, ses broderies de soie, sa conception aussi. C'est une évolution de cette robe punique qui existait dans la Numidie. Le motif était punique. Maintenant, moi, je suis persuadée qu'il y a des artisans, grâce à eux, la technique, le modèle, les formes, tout ça, eux travaillent à la conservation du modèle original, on va dire, originel. Et il y a effectivement des évolutions. Ils ont inventé la broderie électronique, mais ça, c'est pour permettre à beaucoup plus de femmes qui n'ont pas les moyens balèques ou qui préfèrent, parce que c'est rapide, d'accéder à une robe, à une tenue avec une broderie. Absolument, parce que rappelons-le que ce sont des fils d'or, que c'est aussi enrichi avec le kentil, avec tous ces l'adès et tout ça, qui sont vraiment souvent en or, des fois. Donc voilà, c'est dire un petit peu la richesse de ce costume. Souvent, on reprochait aux Benoîtes d'être excessivement attachés à cette tradition d'avoir des bijoux pour le mariage, des kilos de bijoux, vraiment, de se préparer pour ces noces pendant des années et des années. Mais est-ce qu'elles ont bien fait finalement? Oui, elles ont bien fait. Elles ont conservé une grande partie du patrimoine.
La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ces bijoux qui accompagnent ces gandouras sont classés au patrimoine et immatériel justement, de la l'humanité. Majta, pour celles qui n'ont pas les bijoux, la Majta peut mettre à la disposition de la mariée et de la famille de la mariée des bijoux qu'il faut mettre, enfin, qui sont adaptés à la tenue, à la dlala. Voilà. Oui. La dlala et la coiffe, on rappelle. Et la coiffe avec la pièce soltani. Oui. La pièce d'or, le soltani. Il y en a, pour celles qui ont les moyens, je crois que ça va jusqu'à 50 pièces. Enfin, ça dépend. Oui, tout dépend voilà. Des possibilités et de dlala, et les moyens de... Et tout dépend des familles aussi. Absolument. En tout cas, il y a beaucoup à dire autour de ce costume magnifique, merveilleux, qu'on a si bien conservé grâce à ces dames qu'on salue, où qu'elles soient, donc à l'Est algérien, et même ailleurs, parce que de toute façon, l'Algérienne se déplace. Oui. Mais en tout cas, vous restez présents sur les réseaux sociaux, et donc on peut toujours découvrir des pans de cette histoire, des pans de notre patrimoine grâce à votre page. On rappelle un peu le nom de la page? La page, c'est Nadir Chellali, sur TikTok aussi, Instagram et Facebook. Voilà, vous êtes très présents et ça permet aussi l'accessibilité à l'information. Oui. Merci, M. Chellali, d'être avec nous. Restez là parce qu'on va continuer de parler cette fois-ci d'un patrimoine cinématographique, mais aussi d'un personnage qui a marqué les esprits. C'est avec Samira, bien sûr, mais c'est après ceci. Samira, on a dit qu'on allait parler de Momo. De Momo, de Mohamed Brahimi à l'origine. Alors, c'est sa nounou, il paraît, sa nourrice qui l'a appelé, qui le surnommait Himoud. Et ce sont ses fans, alors ses fans notamment françaises, qui l'ont surnommé Momo. Voilà, on l'aime, on l'adore. C'est un personnage atypique, c'est un personnage irremplaçable, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un auteur. C'est un mystique. Moi, cette belle photo, ce regard. C'est un homme qui ne ressemble à personne. Oui. C'est un champion du monde d'apnée. Il a gagné, je crois que c'était en 1956 à Paris, le championnat du monde d'apnée. Voilà, c'était à Paris. C'était un passionné de la mer. Hein. Un passionné de la mer. C'est un amoureux, comment on va dire, inconditionnel. Et même plus que ça. De la Casbah et de la ville d'Alger. C'est quelqu'un à qui l'on doit beaucoup. C'est un mystique, c'est un soufi. C'est quelqu'un qui avait un don dans la méditation et dans son regard et sa perception de la ville, de l'urbain, de ses habitants et de la Casbah. C'est-à-dire on a l'impression que dans ses veines, c'est la Casbah qui coulait. Et très souvent, il se mettait à la darse. Il est impossible d'aller à la Casbah ou de passer près du port ou de regarder la darse sans avoir une pensée à Momo. Pas qu'à lui, mais surtout lui, parce qu'il l'a écrit, il l'a transcrit, mais aussi parce qu'il a joué... il y a un film vraiment culte. Un film culte qui s'appelle Tahia Didou, mais en réalité, le titre en français, c'est Alger insolite. C'est un film qui a un parcours quand même assez... atypique aussi, puisque c'était une commande, on le voit avec Mohamed Zinet. C'est le seul et l'unique film de Mohamed Zinet, Alger insolite ou Tahia Didou. Ce film a été une commande de la mairie d'Alger, donc APC d'Alger en 1969. Le tournage, c'est les images, on n'a pas le son, mais on va la voir. Yazid va nous le mettre, je suis sûre, parce qu'il l'adore. Et donc, ce film est une commande de l'APC d'Alger. Et l'APC d'Alger, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait une image, on va dire, une carte postale, une carte touristique d'Alger pour attirer ces années 70. Après l'indépendance, on veut ramener du monde, des touristes et tout. Et il passe cette commande à Zinet. Et Zinet, qu'est-ce qu'il fait? Il coécrit le scénario avec Momo. Et ils en font, en ce qui me concerne, c'est un chef-d'œuvre. Une œuvre très poétique. Voilà, une œuvre poétique. Il déclame ses poèmes dans il déclame, il parle. On est emporté par la musique de l'Anqa. L'histoire, c'est quoi? C'est deux touristes français qui arrivent. C'est Simon et Suzy qui viennent visiter à Alger. Donc ils nous promènent dans Alger, on est en mouvement, on se balade avec eux, on déambule. C'est aussi l'histoire d'Alger, de la Casbah, de l'Algérie qui est racontée. C'est le hasard qui fait que Simon était en Algérie pendant la colonisation et il a torturé et rencontre l'une de ses victimes.
Et c'est, il fallait y penser, il fallait voilà, le faire. prévoir un tel scénario. Exactement. En tout cas, l'extrait est prêt. On pourrait le voir. Voilà. Et on Bahjati. Le Bahja, c'est Alger, bien sûr. C'est Alger la Blanche. C'est Alger la Blanche, c'est Momo. C'est sympathique. Voilà. Il est mignon, le garçon. On le voit, on le revoit pendant le film. C'est Momo qui dit « Dis-moi pourquoi ton cœur palpite, la vie avec ce que je respire, parce qu'on a l'impression qu'il respire la Casbah, et pourquoi dans ton éblouissant regard, je sens le mien s'attendrir. » Et il était complètement... Momo est né à la Casbah, il est né en 1918 à la Casbah. C'est quelqu'un, on a l'impression qu'il n'a jamais quitté la Casbah. Il l'a quitté, il est parti à Paris. D'ailleurs, il est devenu champion du monde d'apnée. Il est revenu, il revient toujours, il la regarde, il la scrute, il la sent. Enfin voilà, et il la raconte. Il a commencé très tôt à faire du cinéma en 1949. Je vais peut-être donner quelques titres de films. Voilà. Alors, il a commencé en 1949, mais il a joué, je veux dire, dans des films en tant que figurant, mais aussi il a joué, par exemple, en 1971 dans L'Olivier de Bouhilette, il jouait le fou, voilà. En 1981, il tourne dans le film de Abdelkrim Baba Issa, c'est L'Anqa. Voilà, on a les illustrations, je ne sais pas si Améral peut les passer. On a surtout un deuxième extrait qu'on va peut-être pouvoir voir tout de suite, hein. C'est la rencontre, Mohamed Zinet et Hamoud Brahim, dans le film justement de Mohamed Zinet, qui joue dans son premier film. J'ai un solide Tahia Yadi. Tahia Yadi, c'est très spécial comme ils sont atypiques, tous les deux, hein. Oui, tous les deux sont magnifiques. Voilà, donc il joue en 1981 dans l'Anqa, on l'a dit, avec Baba Issa, et puis en 82, il joue l'aveugle dans le vent des Aurès. Non. Le vent des sables de l'Artab Hamina. Il est magnifique ce film. On peut le voir, il est sur YouTube. Je ne vais pas dire que c'est toujours le même rôle, mais la personnalité de Momo, tu sais, on l'a surnommé le fou, le béni. On a l'impression qu'il était dans une autre dimension. Et ça se ressentait dans ses films. Voilà, un grand artiste. Alors, quand on le voit, on peut, comment on dit, beaucoup de gens et tout, parce que c'est quelqu'un qui avait toujours un couffin à la main, il avait une espèce de manteau, il portait Serwal, comment on dit, Serwal Mzabi, qui est large. Ça, c'est les affiches. Serwal Loubia. Voilà, Serwal Loubia, exactement. Il était bien dans ses baskets. Ce qui était sûr, c'est que... Il était libre. Il était libre dans son esprit, voilà. Le film Tahia Didou n'a pas eu de succès quand il a joué dans le clandestin aussi. Il a joué bien sûr, il a joué dans le clandestin. Ce que je voulais dire pour Tahia Didou, il n'a pas eu de sortie. Hein. Donc le film a été tourné et il n'a pas plu à celui qui a passé la commande. Oui. Exactement. Donc, parce que c'était un film d'auteur en fait. Il est parti sur une lancée différente de ce qui est de l'esprit du commande. C'est une œuvre artistique. Il n'y a rien à dire. Donc c'est resté dans un tiroir. Et puis malheureusement le négatif s'est perdu. Et puis en 2016 il y a une copie qui est retrouvée et le film est projeté. Il a eu énormément de succès, imagine-toi, ça faisait je ne sais pas combien d'années. Et aujourd'hui il est numérisé. Il a été diffusé plusieurs fois dans le canal Algérie ou à la télévision algérienne. On peut lui-même le voir sur YouTube. Donc voilà. C'est Zinet, celui qu'on voit, c'est Zinet. Oui, sympathique. Très très sympathique. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de Hamoud Brahim aujourd'hui? Je suis très amoureuse de Hamoud depuis des années. Malheureusement, il est mort en 1997. On lui doit beaucoup. On lui doit pour la poésie. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'écrits. Alors, des contes. Il a écrit pour Écho d'Alger. Il a écrit pour Algérie Actualité. Il a fait des essais, de la poésie. Il nous a produit Casbah Lumière. Enfin bref, voilà, c'est un irremplaçable. Oui. Voilà, c'est un irremplaçable et une personnalité atypique. On lui doit, il faut... Un excellent scénario, un excellent jeu de comédien, un film à découvrir, mais aussi un personnage, bien sûr, qui vit encore dans la mémoire des Qsbadji, comme on dit. Exactement, de tout Alger, hein, pas que... Et puis c'est tous les Algériens. Parce qu'Alger, c'est un mélange de
de tous les Algériens. Ils viennent de tout. Absolument. Même à la Casbah, il y avait de toutes les origines. Il y avait les Bichkris, il y avait les Kabyles, voilà. il y avait les autochtones, enfin je veux dire les vrais Algérois. Donc c'était vraiment un beau mélange. Exactement. Et celui qui en parle, qui fait beaucoup, qui espère beaucoup pour Momo, c'est Ammar Belkhouja, voilà, qui est venu plusieurs fois chez nous, à Canal Algérie, à la télévision, pour en parler, pour qu'on n'oublie pas. Voilà, Yazid nous dit que la question centrale justement de la torture est très présente dans ce film. On l'avait dit tout à l'heure avec bien sûr, la description de la scène. Puisque Simon, tortionnaire, Arnaud, ils sont là avec sa femme Suzy dans Alger, on déambule, on voit Alger autrement, vivante. On est juste les premières années de l'indépendance. Et le mari n'est pas très content d'être là, mais elle est super contente, Suzy. Elle écrit même des cartes postales à ses enfants. Et elle leur dit, c'est bon, c'est délicieux Alger, les petits-enfants sont très mignons. Lui n'est pas très content. Alors pire, quand il tombe sur une victime, une personne qui l'a torturé pendant la guerre. C'est percutant. Voilà. Les blessures sont encore là. On a l'impression que la guerre n'est pas terminée. Il ne faut pas oublier. Ça n'a pas été réparé. On n'en a pas parlé. Il y a une amnistie qui a été faite aux militaires français à l'indépendance de l'Algérie dans leur pays. Donc on ne peut même pas les poursuivre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Même les archives ont été conservées 50 ans et même plus. Il y a des archives qu'on n'a pas encore dévoilées parce que ils sont toujours, pour certains, ils sont toujours vivants. Donc on a conservé ces archives très très longtemps pour éviter des représailles. Et donc merci beaucoup pour cette découverte, Samira. Redécouverte pour moi et donc avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de revoir ces extraits de Yahya Didou. Merci infiniment à notre invité, Mohamed Chillali, qui, lui, va encore certainement poursuivre son périple lié à l'information autour de ce classement du costume de cérémonie. Inch'Allah, d'autres classements et d'autres inscriptions. Inch'Allah. Notre patrimoine. La robe kabyle et les bijoux kabyles, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Chillali. Je vous en prie. Vous aimez la neige? Vous aimez les randonnées? Oui, bien sûr. Ah ben voilà, on aimerait y être. En tout cas, il s'agit d'un bijou comment dire, Sharia se trouve dans quel ensemble? Dans l'Atlas? Oui, Blidéa. L'Atlas Blidéa, voilà, je cherchais le mot. Donc l'Atlas, on va vers l'Atlas Blidéa avec Sharia, donc ce petit joyau de Blida, donc que nous fait découvrir Samia Bouarour. En ce moment, il neige sur les cimes des montagnes en Algérie, donc profitez-en. Alors celle qui vous en donnera certainement envie, c'est Samia, et on va voir son reportage tout de suite, sans plus tarder. Le temps d'un week-end à 1550 mètres d'altitude, le parc national de Sharia vous offre un dépaysement total. Dès notre arrivée, la beauté des montagnes enveloppées de brume nous a fascinés. Un véritable spectacle naturel s'offre à nous. Avec ou sans neige, cet endroit continue à charmer ses visiteurs un peu plus pendant les vacances. Oui, c'est la première fois que je viens à Sharia. عجبتني بزاف. Même شفنا صوالح ما كناش شايفينهم من قبل. On est venu de Tipaza et j'ai des invités qui sont venus d'Oran et c'est pour la première fois qu'ils ont visité cet endroit magnifique. J'ai déjà entendu parler de cette réserve et là, je la découvre réellement. Les singes et la nature. C'est la première fois que je viens ici. Je suis venu en voyage organisé. Je suis fasciné par la nature.
S'étendant sur plus de 26 000 hectares, ce parc national situé à seulement 50 km au sud-ouest d'Alger demeure une destination très privilégiée des amateurs d'aventure et de découverte. C'est la nature, c'est très beau, c'est une... D'ailleurs, je suis habitué, donc je viens à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, je ramène mon fils pour un petit peu profiter de cette nature, de cet endroit. Même s'il n'y a pas de neige, la nature est magnifique. C'est une découverte, ce parc magique. Le parc de Chriha recèle un important potentiel de biodiversité. Il existe 816 espèces de flore au sein de cette réserve, dont 15 espèces protégées. Cèdres, pins, alep et autres. Sans oublier la richesse phonétique très variée avec la présence de 394 espèces, dont 49 espèces protégées, aigles, singes, hyènes et autres. Ce site est connu par ses forêts verdoyantes, mais aussi pour son calme. Chacun y trouve son compte, les familles, la jeunesse, les sportifs ou tout simplement les amateurs de la nature, comme nous d'ailleurs. Nous pénétrons dans les bois, un endroit qui coupe le souffle, qu'il faut absolument préserver. Il n'y a rien à dire, hein. Nous avons un très bon pays, donc on profite à chaque fois dès qu'on pourra, donc on profite. C'était vraiment fabuleux, c'était magnifique. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Merci. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Une belle chute pour dire combien ce pays est magnifique et beau. Et bien sûr, on quitte cette belle région de l'Atlas blidéen où vous avez vu des singes, des arbres majestueux, et ben pour une autre région tout aussi belle, des sites naturels d'une grande beauté et beaucoup plus de singes. Il s'agit de Bjaya, dont on parlera avec notre invité, représentant de l'association Oxygène d'Erguina de Béjaïa. Voilà, merci de me corriger. Monsieur, vous allez peut-être... Khaled Fodel. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Khaled Fodel, enseignant-chercheur à l'université de Constantine Tarouah et président fondateur de l'association Oxygène d'Erguina. Khaled Fodil, vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous parler d'une belle action en faveur de Dame Nature, en faveur de ces sites naturels d'une grande beauté. Vous êtes un militant vert. Effectivement. Essentiellement. Oui. Oui, donc à l'occasion des festivités du NIR, cette fois-ci, on a choisi d'être un peu en dehors de la règle de chaque année. Donc cette année, on a fêté NIR sur une altitude de 1400-1500 mètres, au niveau de la forêt de Tekoucht, qui fait partie donc, du patrimoine forestier de la wilaya de Béjaïa, et c'est la plus grande céderie de la wilaya de Béjaïa aussi, et il abrite donc le plus grand sommet de montagne de la wilaya de Béjaïa, c'est le sommet de Tekoucht à 1986 mètres d'altitude. Donc cette altitude, elle est en faveur de l'émergence. C'est l'ensemble des Babors, là. Voilà, c'est la chaîne, elle fait partie de la chaîne des Babors. Voilà, quand on dit Babor, il y a deux sommets, deux grands sommets. Donc le sommet de Babor et le sommet de Tababor. C'est des jumeaux, c'est deux sommets jumeaux. Donc cette activité s'inscrit dans le cadre de l'action de l'association, qui est une action éducative, citoyenne et aussi écologique. Donc c'est un projet en principe mené par l'association Taqarbouz, donc de la wilaya de Bouira, qu'ils ont réussi à dupliquer 25 000 plants du cèdre d'Atlas. Comme vous le savez, donc l'Algérie, elle est connue par une espèce endémique qui est le cèdre de l'Atlas, qui caractérise le massif. Vous direz, est-ce que le cèdre est menacé quelque part? Certainement, certainement, ça justifie notre action sur le terrain. Bon, depuis des années, donc il y a
Il y a plusieurs phénomènes, notamment le dépérissement lié au changement climatique. Il y a la hausse de la température, il y a ce qui entraîne par la suite dans la saison estivale beaucoup d'incendies. Et malheureusement, cette forêt de Tekoucht a reçu plusieurs coups pendant plus que 4 ans. De feux de forêt. Voilà, des feux de forêt qui persistent sur cette montagne et qui ont touché une grande part de la forêt. Donc, sur le plan surface, c'est 400 hectares, mais malheureusement, il y a une diminution de la ressource forestière au fur et à mesure des années. Il y a le phénomène de dépérissement, il y a aussi le phénomène des feux de forêt, comme je viens de le souligner, et quand on perd un arbre qui, de l'âge de, je ne sais pas, parfois un siècle, 2 siècles, donc c'est une perte majeure. Même si pour des opérations de plantation, ça prend des années pour avoir un tel arbre comme celui qu'on vient de voir sur l'écran, donc au niveau de Sheria ou du Blida, c'est la même chose. Donc c'est un arbre endémique qui caractérise l'Afrique du Nord. Lorsque vous m'aviez parlé d'un effort de reboisement, je me suis dit, mais on n'est pas au printemps, on fait le reboisement en toute saison. Mais quand vous avez parlé de cette initiative où les plants sont déjà là, ils existent, ils ont été protégés, couvés pendant un bon moment, donc ça m'a un petit peu rassurée. Oui, effectivement. Donc, ils sont déjà solides, ils peuvent tenir. Certainement. C'est des plants, c'est des petits plants, c'est des petits arbustes, mais c'est la saison idéale. Et c'est que la coïncidence, en fait, c'est heureusement que juste après notre opération de reboisement, il y avait une chute de la neige au niveau de la montagne et aussi des pluies et vous résistez les petits plants? Oui, certainement. Pour information, le cèdre de l'Atlas, il résiste. C'est un arbre qui choisit donc les altitudes culminantes. Donc au niveau, il y a plusieurs foyers de cet arbre au niveau de l'ouest de l'Himalaya, qui sont foyers originaux. Il y a aussi dans le Proche-Orient, au Liban, déjà même vous avez remarqué que le drapeau du Liban, l'emblème national effectivement, et aussi notre espèce endémique qui caractérise les pays maghrébins, notamment l'Algérie, on appelle donc le cèdre de l'Atlas. C'est une espèce endémique qui choisit, comme je viens de le dire, les altitudes, et il résiste jusqu'à moins 8 degrés. C'est pour cette raison, si on prend une coupe de l'arbre du cèdre, on voit les troncs sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent chaque année de grandes quantités de neige, donc avec le poids, donc ils perdent pour faire un équilibre de... D'accord, donc voilà. D'où cette forme qu'on connaît effectivement. Du cèdre, l'arez. Effectivement, donc, mais malheureusement, vu plusieurs phénomènes, donc notamment le pâturage intensif dans la région, vous savez que les zones de montagne, donc les gens font l'élevage, et malheureusement beaucoup de troupeaux se dirigent toujours vers la montagne et ils coupent ces petits plants qui se régénèrent à chaque fois. Une fois qu'il est coupé, on a perdu un arbre qui va pousser pendant quelques mois, bien quelques années. Quelles actions pourraient préserver justement ces petits plants et ces chaque phénomène qui menace la forêt et nécessite une solution. Nous avons, par exemple, lorsqu'on dit le pâturage sauvage, ou bien parfois la coupe sauvage aussi, donc il faut des mesures répressives de la part des services de l'État, notamment la conservation des forêts. Nous avons assisté, pendant notre présence dans la forêt, qu'il y avait plusieurs coupures des arbres. Pourquoi? Parce que le cèdre de l'Atlas, donc c'est un bois résistant, c'est un bois excellent, donc il est chassé par tout le monde. En plus de ça, parfois on assiste à des scènes, donc il y a des citoyens qui essaient de mettre le feu sur un arbre de 2 siècles pour faire ressortir un liquide qu'on utilise dans la vie. Voilà. Le goudron aussi, donc on l'utilise pour d'autres motifs domestiques à la maison, ainsi de suite. Il y a aussi j'ai envie de dire que vous avez bien fait en tant qu'association vraiment de militer pour cette préservation. Oui, notamment que c'est la seule cédrée presque au niveau de notre wilaya. On a ce trésor
donc, qui avoisine donc une superficie de 400 hectares, mais cette superficie se détériore au fur et à mesure des années par plusieurs phénomènes. C'est pour cette raison qu'on a inscrit, on a essayé de planter 1000, mais malheureusement, donc, c'était une journée fatigante quand même parce qu'il y a le phénomène il y a le farwa. On a ramené aussi avec nous des enfants pour les sensibiliser, pour qu'il y ait une relève pour protéger cette forêt. Donc il y avait plusieurs. Ils vont garder ça en mémoire. Hein, certainement, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, la présence, nous, dans notre association, donc l'association Oxygène, on favorise toujours l'action éducative, l'action qui devrait avoir un feedback par la suite. Ce n'est pas. On dit souvent que ce n'est pas suffisant de planter des arbres, mais il faut planter aussi des idées dans la tête des uns et des autres, soit des enfants, soit des adultes, soit des jeunes. Parce que si on plante un arbre, il n'y a pas une personne qui va conserver cet arbre et va se dégrader au fur et à mesure du temps. Mais si on essaye de former une génération protectrice, admiratrice de cet environnement, c'est elle qui va prendre en charge la protection. Même si demain, soit moi ou bien les adhérents de l'association vont quitter le terrain, il y a une relève qui est déjà formée, qui est déjà sur c'est-à-dire c'est sur le chemin de protéger cette espèce ou bien cette forêt ou bien cette montagne. En même temps, je souligne que donc Inaïr, c'est vrai, il y a le couscous, il y a tout ce qui est gastronomique, tout ce qui est vêtements, c'est bien. Mais il y a la transmission des valeurs intrinsèques. On s'accroche aux traditions de nos ancêtres. Absolument. Mais aussi, Inaïr, c'est la plantation. C'est la terre, c'est la relation de l'être humain à la terre. Si on se détache de cette terre, de cette forêt, de cette montagne, donc le reste, ça va rester juste une forme. Absolument. Donc on doit ancrer dans les esprits et dans les cœurs des uns et des autres, notamment nos concitoyens, l'admiration de la nature, parce que c'est notre mère, c'est notre ressource. Oui, absolument. Et je souligne aussi que la forêt de Tekoucht, pourquoi on protège le cèdre d'Atlas au niveau de la forêt de Tekoucht? Parce que c'est le plus haut sommet de la wilaya de Béjaïa qui abrite aussi la plus grande ressource en eau entre les failles de cette montagne. Parce qu'en Kabylie, soit au niveau de Tigijda, du Djurdjura, les massifs de Mont Babor et Tababort, quand il y a une culminance du sommet, ça veut dire sur le plan géologique, il y a des failles à l'intérieur qui sont alimentées par les précipitations, les eaux de pluie, notamment l'eau douce de la neige. De plus qu'on conserve la forêt, de plus qu'il y a une infiltration des eaux de manière douce, de manière équilibrée au niveau des vides et des cavités qui va alimenter. Et donc ce trésor, cette montagne nous a donné la plus grande source d'eau douce au niveau de la wilaya de Béjaïa. C'est celle qui alimente depuis les années 90 la ville de Béjaïa en eau douce. C'est une eau de qualité. Précieuse. Exactement, précieuse parce qu'il passe par plusieurs couches géologiques et s'alimente par les minéraux et par tout ce qui est nécessaire. Khaled Fodil, vous êtes un connaisseur de la nature. On apprécie vraiment votre manière d'en parler. Et puis, bien sûr, je vous souhaite bon vent pour les prochaines actions. J'ai une idée qui me vient comme ça. J'ai envie que vous impliquiez davantage les créateurs de contenu qui peuvent aussi diffuser à grande échelle aussi cette information combien importante autour de la préservation du cèdre de l'Atlas. En tout cas, vous êtes membre, vous êtes le président de l'association Oxygène. Oui, président fondateur de l'association. Président et membre fondateur justement d'Oxygène, d'Arguine de Béjaïa. Bravo pour ce que vous faites et pour cette initiative liée à Inaïr. Voilà. Oui, c'est la symbolique qui est parfaitement, s'imbrique parfaitement à cette occasion. Et puis, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur auprès de l'Université de Constantine. Vous êtes docteur en gestion des techniques urbaines. Voilà, ce qui ne vous empêche pas de vous intéresser davantage parfois, quand j'assiste dans des plateaux de télévision, parfois je porte la casquette d'enseignant-chercheur, mais c'est complémentaire. Quand je suis enseignant, je me retrouve dans la casquette de militant associatif parce que je donne beaucoup à mes étudiants. Et l'inverse, quand je suis à l'association, je porte la casquette d'enseignant-chercheur parce que je suis obligé d'argumenter mon discours et de mener un débat scientifique qui va convaincre les autres de mes idées sur l'environnement.
Bravo pour toutes ces belles valeurs que vous distillez à toutes ces personnes qui participent à vos actions. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Monsieur Khaled Fodel. On continue notre petit bonhomme de chemin. On va encore parler de préservation, de patrimoine immatériel dans un instant. Mais avant, découvrons cette belle chanson, une reprise du groupe Zahir d'une chanson du patrimoine.
le début de leur carrière sur la préservation de notre patrimoine et de notre héritage. On essaie de dépoussiérer un petit peu. Absolument. Et puis je profite pour dire à tout le monde, aujourd'hui, donc l'INER est exaucé puisqu'il pleut et puis il neige et c'est comme oui, c'est de bon augure. Voilà, c'est de bon augure pour cette nouvelle année. Il ramène avec lui les richesses de l'année. Inch'Allah, vous faites partie d'un réseau mondial, l'expert africain de l'UNESCO, donc versé dans la préservation du patrimoine culturel immatériel. Et je rappelle que vous êtes philosophe de formation. Ça, juste pour une petite remarque. En tout cas, à côté de vous, donc l'invité de notre ami Amina Zeri. Oui, c'est Kamel Cherchar, notre ami, notre frère et notre poète qui était derrière la réussite de beaucoup de chansons, entre autres Kamel Messaoudi avec Keltoum et El Gharba. Il est là pour rendre hommage à un hommage que nous rendons aussi à Canal Algérie, au mélodiste légendaire qui a révolutionné la chanson algérienne, Mahboubati, qui a consacré un demi-siècle de sa vie au service de la chanson algérienne. Donc, effectivement. Ce sera dans un instant avec vous, Amina, après ceci. Bonjour Kamel Cherchar, مرحبا بك. بونجور صباح الخير وكاع لي زوديتور تاعنا تاع كانال الجيري وليميسيون تاع بونجور لالجيري هكذا. وي مرحبا بك. مرحبا بك. ان شاء الله ندوزو ان شاء الله يا ربي. نبداو زين القول. افيك بليزير. الوغ يقول لك حلوا بيبان البهجه رانا جايين اليوم. الليله ليله فرجه ان شاء الله الفرح يدوم. افتحوا باب الواد جيبوا الآلة نستخبر القعدة بالبراد فوق البابور يفور يا كان وليد البلاد زايد فيها ومقطر وانتم انا السياد مبقاش نزيد نخير. افتحوا باب الجزيرة عليها رانا جايين واللي يعرف السيرة يفرشها بالياسمين قاصدين الدار الكبيرة وفيها معروضين عندي فيها تفكيرة هادي مدة وسنين. باب عزن يا محلاها فيها تاريخ كبير افتحها لا تنساها ودهن السير يسير حبيت نشوف سماها والفال عليها خير العاصمة يا محلاها ما زال عليك نغير. فتحوا باب جديد نشوف القصبة الحبيبة شحال وانا بعيد الغربة ياك صعيبة النار تذوب الحديد وانا طولت الغيبة ما بقى لي اليوم نزيد العودة ياك قريبة. فتحوا باب الجزيرة ولا باب البحر رانا جايين بالسفينة بلاد الشان والقدر المعيشة فيها بنينة بها نور القمر وشميستها تدفينا ربي يطول العمر تتهنى وتهنينا. حبيت نعدي الويلة من ليالي الجزائر والسهرة تكون طويلة ونخلي الحاير حاير عطولنا تولويلة على بيبان الجزائر البهجة يا الحنينه يا الخليله حبك في قلبي حاير. C'est un poète de Kamel Cherchar pour ma nom d'Azhara. Et comme j'adore cette poésie qui a été chantée aussi par. C'était bien déclamé. Oui, donc je tenais absolument à déclamer ce poème. Désolé Kamel. C'est la chanson اللي غناها الشونتور نصر الدين قاليز بالمناسبه نسلموا عليه. C'était les années 90 كان دومونداني اون شونسون خفيفه على الجزائر وانا كيما ماذا بيا دائما نخرج على شويه المألوف هكذا نحب حاجه كانت العاصمه تاع مسكوت كانوا بزاف على الجزائر حبيت ندير حاجه سيتي لي بورت دالجيري او ميم طون سي هيستوريك باش نبين البيبان او ميم طون سي ان ميساج او ميم طون اون شونسون خفيفه en même temps il y a de la nostalgie il y a de l'amour il y a énormément d'ingrédients intéressants. Exactement, et puis c'était une belle balade ce matin بيبان البهجه في العاصمه. Donc on a commencé avec Momo tout à l'heure, Himoud Brahim, et puis là on arrive avec M. Cherchar et ses poésies. Et je la dédie bien sûr à tous les Algériens qui résident à l'étranger. وإن شاء الله يا ربي يولوا لبلادهم. احنا على بالنا باللي القلب راهو في البلاد. البيبان راهم كاع مفتوحين إن شاء الله. Donc Kamel Cherchar, bonjour, Mahboubati reste l'un des plus prolifiques auteurs, compositeurs contemporain de la musique algérienne, dont le répertoire est composé quand même de 7000
chanson, c'est immense ça, n'est-ce pas Kamel? محبوباتي سي مونيمون تاع لا شونسون الجيريان واش نقولوا عليه ستادير دار اون ريفوليسيون في لا شونسون ماشي غير شعبي لا شونسون الجيريان لاخاطش هو ما خدمش غير لا شونسون شعبي خدم طبوع واحد اخرين وي لا ايكري باريزا حليل نورا عبد الرحمن عزيز تاع النجمه هذيك سي لا شونسون تاع محبوباتي كاين بليزيور طبوع يعني خدم فيهم وساعدته امورات بزاف تانيك بويسك كان هو ميوزيسيان وعنده قاري السولفاج عنده اون فورماسيون علاش لا ريوسيت تاعو ما جاتش هكذاك بارازار برك سيتي الركايز اللي كانوا من اللور ودار ليكول كورانيست يعني كان المدرسه القرانيه ودار قرا السولفاج مليح وكان ميوزيسيان وكان شيف دوركستر في الاذاعه الوطنيه ثاني هذه الامور كاع ساعدته باش يرونونسي ثانيك لا شونسون الشعبي ثانيك هو اللي دار فيها ماشي ثوره كبيره وين قدر يعني باش هذاك لو مومون كيما كانت الاغنيه الخفيفه بدات تتغال بدا الروك بدا هذوك هو لا شونسون الشعبي كانت طويله وكانت ثقيله وشويه قد ندير شونسون صغيره افيك مينيتري صغير تايمينغ صغير اون ميوزيك ودوطر انستريمون ودي بارول جدد ثاني ماشي القصايد مودرن كما نقولوا هنا بالعربيه السهل الممتع كلام كامل الناس يفهموه مي اللي كيما تري بروفون فوالا Le plus important dans tout ça, Radia, c'est que dans les années 70, donc les jeunes, ils étaient branchés beaucoup plus chansons occidentales, notamment françaises, les Claude François, les Frédéric François, les Julien Clerc. Donc, هو كان لازم له باش trouver une solution باش يعاود يرجع la jeunesse, la chanson algérienne. Et puis des sujets qui intéressent aussi les jeunes et la société algérienne. عمل البارح qui a fait fureur à l'époque de Mahboubati, chanté par un jeune, un beau garçon qui avait une très belle voix, du charisme, c'était Hachmi Grouabi. Il a chanté d'El Barah. On va l'écouter d'ailleurs. D'accord. On a un petit extrait d'El Barah. البارح كان في عمري 20 une très belle chanson. Hier j'avais 20 ans. Hier j'avais 20 ans. Hier j'avais 20 ans. Aussi l'influence orientale.
dossier relatif à Feu Grouabi Allah yarhamou. Oui, que dire de cette révolution de Mahboubati? On avait un colloque qui s'occupait de l'ethnomusicologie et dans ce cadre, à chaque fois, on prenait une région de l'Algérie. Donc il y a eu à Béjaïa la chanson kabyle, donc j'ai travaillé sur Nouara. Et puis il y a eu sur Alger. J'ai préféré travailler sur Grouabi pour prendre un cas concret. Donc j'ai voulu suivre l'évolution du chabi, qui est en même temps une chanson très rigide et en même temps très évolutive. Exactement. Parce que pour passer de Mohamed El Meddah à Hadj Mohamed Lanqa, il a fallu introduire, parce que le Meddah interdisait toute forme d'instrument à part le bendir. Et donc avec l'Anqa, on a introduit tous les instruments, mais l'Anqa lui-même a rigidifié son chabi pour interdire la chanson récente, qu'ils ont d'ailleurs rejetée de la notion de chabi, c'est pour ça qu'elle s'appelle Chabi al-Asri. Et là, c'était justement Mahboubati et Grouabi qui ont été au devant de cette scène de la modernisation du chabi. Par la suite, il y a eu aussi Kamel Msaoudi qui a fait aussi... Chaou, Abdelkader. Avant Abdelkader Chaou, avant. C'est la nouvelle génération. Les Grouabi, c'était quand même le tournant le plus important dans l'histoire du chabi. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Hadj Mohamed Lanqa aussi, il a modernisé la chanson chabi. Sur le plan instrumental, oui, mais sur le plan du contenu, il y a eu une petite réticence. est arrivé au moment où il y a eu la كل واحد جاب كل لا توش تاعو ميم عمر الزاهي ثاني دار اون بتيت ريفوليسيون في الشعبي تاعو قادر ما غناش كيما الحاج العنقا ولا الشيخ منور ولا يعني دار حاجه زيد سي لا جينيراسيون تاع الهاشمي قروابي مع الزاهي مع بوجمع العنقيس هذوما كامل يعني داروا اضافه للشعبي. من بعد جات لا جينيراسيون تاع كامل مسعودي كاع كاع الجعفري جونيور شعبي كامل مسعودي كان هو شويه الرائد تاعهم. Donc je voulais juste dire que il n'y a pas que là يرحمه Saleh, c'est une école, une école. Je tiens à dire que bon, quand on parle le Barah, il n'y a pas que le Barah qui a fait fureur à l'époque. Il y avait Amir Lachef, celle qui a les brides de Mahboubati, il y avait Wahiyantia de Boujma al-Anqis, il y avait Chaou Abdelkader avec beaucoup de chansons. Donc, voilà, donc juste pour dire que les conservateurs aussi à l'époque, ils n'ont pas gobé le fait d'introduire des instruments modernes, mais à la fin ils ont terminé par accepter quand ils ont que les choses évoluent. Le résultat, oui, ils ont la chanson à l'époque, elle a fait des ravages, même on entend la chanson algérienne un peu partout au monde. Les radios, au-delà des frontières. Exactement. Qui a transporté la chanson vers l'Europe. Puis l'apparition du transistor à l'époque. C'est tout le monde qui pouvait se pavaner avec un transistor sur l'oreille dans les années 70 et 80, je me rappelle. Et puis là, c'était donc la paupérisation de la chanson chabi. Tout le monde. Alors, il ne fallait pas être soit soit devant la télé en noir et blanc, mais c'était vraiment le... Exactement. كاينه حاجه ثاني كمام دحمان قالت لا دام دحمان الحراشي هو اللي يكتب لي بارول تاعو هو اللي يدير لهم الهواوات. شوفي الهواوات لو لونغاج تاع الشعبي الهواوات لا ميوزيك. محبوباتي سي لا ميم شوز تادير هو يكتبهم ويدير لهم الهواوات يعني ما يغنيش برك ويمدهم وين لازم كما نقولوا حنا كل واحد يخيط له كوستيم على حساب chacun selon ses voix sa voix son charisme. شويه ثاني لي فوا اللي كانوا هذاك الوقت كنقولوا بوجمع العنقيس ونقولوا قروابي ونقولوا عمر الزاهي ونقولوا شاو عبد القادر والعشاب وحسن السعيد. سي دي فوا نور هذوك عندهم يعني ستادير تحسي بلا فوا شود هذيك تاعهم كيما تاع الزاهي ثاني وكانت بوجمع العنقيس الخلوي. شاك تامبر فوالا هذه على هذيك اللي شغل الجيل هذاك دار اون ريفوليسيون الشعبي ومن بعد فوالا الى كامل شرشار محبوباتي était un artiste complet. Il était saxophoniste, il était clariniste, flûtiste, il était aussi artisan de lutte.
il était luthier. Donc il était un artiste complet. C'était un artiste complet. واش كنت نقول لكم قبيله عنده اون باز. شوف كل حاجه ما تجي من الفراغ، ما كاينش اللي تجي هازار هكذا. كل حاجه عندها اون باز. ما جاش هكذاك محبوباتي في المديه، كان يقرا سولفاج، قرا العربيه مليح، يهضر مليح العربيه ويكتبها مليح، وكانت عنده اون باز ثاني تاع يعزف كاع الالات تاع الوتريه ولا تاع النفخ ثاني. يعني كاع هذه ساعدته كامل باش في لاكراي تاعو. وكان عنده ان ديفي باش نتكلموا مليح، كان عنده ان ديفي يعني كان في الاذاعه، ومن بعد صراو له امورات مع الاذاعه ودار ان استوديو سبيسيال وحده على روح احمد زبانه. فوالا في احمد زبانه دار تما، ولي زارتيست لي كرو ارتيست كاع سجلوا في هذاك الاستوديو هذاك، وكامل لي شي دوفر تاع لي زارتيست خدموا تما على روح احمد زبانه اكس ريوش. Mais il faut pas oublier aussi que Mahboubati, il a eu cette chance de côtoyer, d'apprendre avec des piliers de la chanson tels que Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, Khalifa Belqasem, les deux Mohamed et Abdelrazak Fakharji. Donc il a quand même eu de la chance de Mahboub Un bon terreau qui a permis toute la créativité qu'on a connue de lui. 7000 titres. C'est pas rien, effectivement. C'est immense, n'est-ce pas? احنا كنمشيو نسمعوا 7000 تيتر، يعني وقتنا امبوسيبل مع لا تكنولوجي اللي راهي الاخر. احنا لاتين شويه بالبورتابل شويه الاخر. Hasni qui pondait une chanson par jour pratiquement, mais est arrivé à 300 chansons. Mais Mahboubati a été jusqu'à ce chiffre incroyable. Merci beaucoup, Amina. On continue de parler, hein. J'aime bien cet échange. Ah oui, moi j'ai adoré la présence de madame, bien sûr. Madame Galès qui est venue aujourd'hui pour nous parler de la philosophie. Galès. Galès, pas Galès. Galès, c'est monsieur. Galès, c'est des bougiottes. Je salue, c'est une grande famille. Madame Lisa Galès. J'ai des amis à Bougie. Un peu partout. Madame Galès a ce don de sentir la philosophie de cet héritage, de transmettre aussi la philosophie de chaque élément de notre héritage. Aujourd'hui, on vient de parler de moderniser Chabi. Qu'en est-il de Yennayer? Où en est-on avec cette célébration? On est en plein dedans. Oui. Alors, pendant longtemps, c'est-à-dire pendant des millénaires, on a attendu Yennayer comme un calendrier agraire. Calendrier cyclique, parce qu'il y a des calendriers qui passent d'année en année, puis il y a des calendriers qui reviennent. Oui. Donc effectivement, le calendrier de 1975, c'est un calendrier qui revient, enfin qui passe d'année en année, qui a été décidé d'ailleurs récemment, qui n'a rien à voir avec Yennayer, mais on a opté pour le début d'un Yennayer pour prendre le premier jour, on a opté pour un événement historique pour prendre la première année. Ça a été décidé dans les années 80 du siècle dernier. Mais Yennayer est beaucoup plus ancien et beaucoup plus réel et beaucoup plus authentique, je dirais. Parce que Yennayer, c'est un calendrier agraire. Alors, c'est quoi un calendrier agraire? Bon, je voulais déjà dire qu'il y a deux Yennayer. Il y a le Yennayer officiel qui est célébré depuis 2018, qu'on célèbre à chaque fois dans une wilaya. Voilà, parce qu'on a figé quand même une date, mais bien sûr, les cycles sont toujours là. C'est aussi le calendrier agraire. Alors, c'est quoi un calendrier agraire? On ne le trouve pas seulement en Afrique du Nord, on le trouve aussi en Chine, on le trouve en Amérique latine, on le trouve en Afrique du Sud, on le trouve partout. Il y a des saisons, c'est-à-dire partout sur la Terre. On célèbre quand même seulement 25% de la Terre entière qui fait 75% d'eau et de glace. Donc c'est pas beaucoup, mais quand même un calendrier agraire, c'est identifier des périodes qui vont se répéter tous les mois ou tous les ans pour mener un travail précis agricole. Parce que si on le fait avant, c'est trop tôt, si on le fait après, c'est trop tard. Donc on a identifié des journées où il y a des journées, les nuits les plus longues. Après, il y a des nuits qui sont colorées de blanc parce qu'il y a la neige. Donc on appelle Odani Verkanel, les nuits noires, c'est les nuits les plus longues de l'année. Suivi successivement par Odani Millalen, c'est les nuits blanches ou les journées blanches, peu importe. Et juste au milieu se trouve un certain 12 janvier à peu près, parce que ça, quand même, ça remonte à des milliers d'années. Et puis, quelque part, un petit peu plus tard, il y a les journées vertes. C'est la naissance, de le retour, la floraison et tout ça. Donc, c'est le début du printemps.
la limite entre les nuits noires et les nuits blanches, c'est pas l'équinoxe, c'est le solstice d'hiver. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait un calendrier. Après on a aussi les durs ou les sèches ou les froides. Les durs c'est plutôt l'été, hein, c'est les sèches, les jaunes. etc. Voilà, c'est le début des récoltes parce que le blé a séché, donc c'est tout jaune et on l'appelle Iwararan, les jaunes. Donc c'est tout ça un calendrier agraire. Que se passe-t-il le jour de Eid Nayel? C'est un présage de bon augure. On souhaite à tous ceux que nous connaissons une nouvelle année. Donc c'est la fin d'une année et c'est aussi le début d'une année. C'est ce que Jean Servier avait appelé les portes de l'année, Donc à ce jour qui enterre en même temps une année et qui naît une nouvelle année, donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs très bien dans Aïlad, parce qu'il y a un Aïlad qui va naître, la lionne qui accouche, et puis un Aïlad qui va mourir, le lion qui meurt. Donc c'est la naissance, le décès et la naissance d'une nouvelle année. On souhaite bon augure à toute la famille, à tous les voisins, à tous les insectes, à tous les oiseaux, à tous les arbres, à toute la nature, à tout l'univers, aux âmes subtiles qui nous accompagnent, c'est les esprits, à ceux qui nous ont quittés, on visite les tombes. Donc c'est tout ça la philosophie de Inayel. C'est tout un comportement qu'on a avec soi-même, avec son environnement humain, c'est un hymne à la vie, finalement. Avec l'environnement naturel et l'environnement spirituel. C'est un hymne à la vie. Voilà. Absolument. En tout cas, c'est beau, c'est magnifique. Et ce qui est encore plus beau, c'est que c'est vrai que c'est célébré à travers le territoire depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Mais actuellement, l'école contribue à cette transmission et puis tout le monde depuis surtout qu'il a été officialisé. Tout le monde s'est approprié cette célébration. Donc on est au 21e siècle. Que faut-il garder de cette célébration? Alors déjà, je voudrais revenir sur l'école parce qu'il s'est passé quelque chose de très très important qui ne s'est jamais passé avec l'inscription des éléments, alors qu'ils sont inscrits sur les listes de l'UNESCO quand même. Le Inayel n'est pas inscrit sur les listes de l'UNESCO, mais ça ne change rien au fait que c'est devenu une journée extrêmement importante pour tous les Algériens. Preuve en est, les écoles ont reçu une note pour enseigner toute cette philosophie de Inayel, toute la symbolique de Inayel, tout ce qui est autour de Inayel, tout le savoir-vivre qu'il y a à Inayel et le vivre ensemble en paix qu'il y a dans Inayel. Alors que faut-il garder? Évidemment, on ne peut pas garder la neige, il n'y en a presque plus. Il a neigé, mais de moins en moins. Avant, quand il naît, d'ailleurs, Idil le dit très bien dans Sendo, quand on ouvre la porte pendant Inayel, on trouve une autre porte blanche. C'est-à-dire qu'il a neigé pendant 2 mètres juste en une nuit. Ça, on ne l'aura jamais malheureusement avec le changement climatique. Mais on peut garder le vivre ensemble. On parle de 15-25 cm. C'est vrai qu'entre 1 mètre et 25 cm, c'est une sacrée différence. C'est quand même 1,80 m. Donc on ne peut pas garder non plus le fait de faire la oula. Parce que c'est... Ce que je voudrais quand même préciser, c'est que les 3 semaines des nuits blanches, c'est des semaines, c'est des jours où la terre doit se reposer parce qu'il neige. Donc on ne peut plus rien faire à l'extérieur. La fête de Inayel est dans l'intime, à l'intérieur des maisons. Même si on regarde à l'extérieur, si les voisins ont de quoi manger et tout ça. Mais surtout pendant ces 3 semaines, parce qu'il faut quand même rentabiliser, on va vérifier notre aoula, nos réserves. Est-ce que nous avons suffisamment de réserves jusqu'au printemps prochain? Mais est-ce que les voisins aussi en ont jusqu'au printemps prochain? Parce que c'est inhumain de survivre jusqu'au printemps et de laisser mourir les voisins et même les insectes et les oiseaux. Donc c'est toute cette période, une période, j'ai envie de dire, le début des vacances, le début de la notion de vacances est né avec Inayel. Ça, je viens juste de l'inventer. Bravo. Je n'avais pas fait attention. Mais pendant 3 semaines, il faut faire les calculs, il faut être sûr que nous allons survivre jusqu'au printemps prochain, que les autres vont survivre jusqu'au printemps prochain, que nous avons bien travaillé et que l'année va redémarrer, c'est-à-dire que la terre va se reposer pour qu'elle puisse redémarrer de nouveau. Les labours vont reprendre juste après, les semences et tout. C'est magnifique comme symbolique. J'aime beaucoup, Amina. Oui, moi j'ai adoré. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que
se sont tous concernés par Yenayer. Avant, on pensait que Yenayer se célébrait en Kabylie uniquement, alors que Yenayer est célébré un petit peu partout, au sud d'Alger, à Tamnaraset, à Bnisnous, dans les Aurès, en Kabylie, à Alger, depuis extant, la Djouza. Moi, j'ai grandi. Même à l'Est, avec, non, j'ai dit dans les Aurès, c'est l'Est. En Tunisie, ils ont le nom de Oumitonga. Oumitonga, en fait, c'est la Djouza. Et ils rapportent ça aussi à la mère Tanit. Oui, c'est Tanit, la déesse de la fertilité. Ils ramènent ça donc toujours à une mythologie qui est la mythologie de l'Afrique du Nord. Et il faut exploiter cet événement, parce qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'Algérie, économiquement, sur le plan tourisme aussi. Le respect de la nature, elle le disait. Exactement. Le respect aussi d'autrui et du développement durable. Tous les principes du développement durable sont là. Semer des graines pour que les oiseaux ne meurent pas pendant l'hiver et penser aux insectes, ça c'est magnifique. Ce sont des valeurs de solidarité extraordinaires. Et c'est les rares paroles que nous avons de Yenayer, c'est ça, c'est que la maman prend une poignée de blé ou de couscous et elle dit voilà votre part, les insectes, et voilà votre part, les oiseaux. Donc c'est les rares paroles que nous avons de Yenayer, parce qu'on n'a pas beaucoup de paroles qui parlent de ça. Et généralement, les célébrations, enfin les événements très très anciens, on ne garde pas les paroles, mais à chaque fois on invente des paroles nouvelles. Oui. Monsieur Cherchar, que représente Mahmoubati dans votre parcours? Vous lui rendez hommage aujourd'hui, pourquoi? Mahmoubati, bon, نقول لك سي با مون ايدول بويسك كنت نحب احمد الحراشي بزاف انايا. Vous êtes Harachi quand même, et vous êtes qualifié la Coupe d'Algérie. لي كارتي بوبولار هذوما مبروك عليهم الحراش. ستادير شغل كنا نحبوا بزاف احمد الحراشي، واللي يشوف مليح يعني في لي بارول ديالي يحس بلا توش تاع احمد الحراشي هذيك برك. Et on peut écouter quelque chose, on termine avec une petite déclamation poétique, je ne sais pas si c'est... Oui, rapidement. En hommage avec Mahmoubati, juste un petit extrait, si on a un peu de temps à dire. Oui, brièvement, allez-y, on n'a pas beaucoup. فكريني إذا نسيت وصوبيني إذا خطيت وصبريني إذا بكيت واجيني غير بالحنان. أنا ما خطفت ما ديت وما خنتش الملح اللي كليت، أنا ما بعت ما شريت وما قلتش أنا وأنا. أجيني غير بالقدر ما تعطينيش بالظهر، وإذا طالت العمر كوني لي مزيانة. أنا ما طلبتش قصر وإلا أرض في القمر، ونكسب بالبر والبحر ونتزوج بسلطانة. طلبت شوية ستر، طلبتي بعدني الدر، قلبي ماهوش من حجر وما نحملش الهنا، واجيني غير بالحنانة. أجيني غير بالعقل، دوقيني شوية عسل، ما نكرهش وما نمل، نشهد لك بالحسنة. راني في قاع الجبل نرجع في ذاك الحبل، مازال ما لقيتش الحل، وقيل السعد من سنة. خدمت العقل، خدمت الفكر والعقل، سمعتهم قالوا هبل، شحال جازوا من قبل، غير قعد معانا واجيني غير بالحنانة. اجيني غير بالسكات، وإذا سمعونا خلات، العينين إذا كوات تلحقنا الجبانة. أنا وانتيا مشات نطمع شوية في الحياة، والهموم إذا كانت جات نعرف واحد سامانة. مشيت ورجلي حفات، بكيت ودموعي جرات، ما زال الآن ما صفات، والقلب شحال معانا. واجيني غير بالحنانة، أجيني غير بالطبع. الخير وقت ما جا نفع، واللي نكرو ينقطع هذاك ماشي كيما أنا نصبر للوجع، نحضر في الضيق والوسع، عمري ما داني طمع، وحامد ربي مولانا. نرجع في ضي الشمع، الفجر مازال ما طلع، أنا قلبي الشبع، الذات اللي عطشانة، واجيني غير بالحنانة. أجيني بالحنانة.